Bien, bonjour à tous. Je suis très heureux de venir ce matin à la Française des Jeux. Je voudrais d'abord remercier les 2500 collaborateurs de la Française des Jeux qui ont permis à cette grande entreprise, la Française des Jeux, de connaître, sous la direction de Stéphane Pallez, un développement durable, responsable, très important au cours des 5 dernières années. Et je veux dire à Stéphane Pallez et à ses 2500 collaborateurs que la Française des Jeux, par son développement durable et responsable, dans le respect de la régulation, fait la fierté de tous les Français. C'est pour ça que nous attachons une telle importance à l'opération que nous lançons aujourd'hui de privatisation de la Française des Jeux. Cette privatisation, elle doit donner de nouvelles perspectives de développement à la Française des Jeux. La souscription est ouverte jusqu'au mercredi 20 novembre, jusqu'au 19 novembre au soir pour les particuliers, et les Français pourront acheter des actions de la Française des Jeux grâce à un plan d'épargne en actions ou grâce à un compte titre, je le rappelle, jusqu'au 19 novembre à 20 h très précisément. Nous souhaitons que cette opération de la privatisation de la Française des Jeux soit un succès populaire et que le plus grand nombre de Français puissent y participer, puisque la Française des Jeux appartient à notre histoire nationale depuis 1933 et qu'elle a connu un développement important au cours des dernières années grâce aux Français. C'est une entreprise nationale presque centenaire, elle fait partie de notre patrimoine national, elle fait partie du patrimoine des Français, elle doit appartenir aux Français grâce à la participation populaire la plus large possible. Nous avons donc prévu, pour les Français, des conditions de souscription très avantageuses, qui va permettre au plus grand nombre de Français d'y participer. D'abord, nous avons prévu une décote de 2% sur le prix de chaque action par rapport au prix du placement aux investisseurs institutionnels. Ça veut dire très concrètement que la fourchette de prix qui a été donnée, entre 16,50 € et 19,90 € l'action, ce sera 2% moins cher pour chaque Français qui souscrira à cette opération. Et puis, il y a une deuxième condition préférentielle, qui est peut-être la condition la plus importante, c'est que pour 10 actions achetées, chaque Français qui souscrit pourra bénéficier d'une 11e action gratuite, à une seule condition, c'est qu'il les détienne pendant 18 mois, et ce jusqu'à 5 000 € d'actions achetées. Mais une 11e action gratuite, sous réserve qu'on les détienne pendant 18 mois, c'est évidemment une condition très avantageuse pour les Français. Nous avons fixé aussi un seuil minimum de souscription à 200 € pour que les volumes soient suffisamment significatifs dans cette fourchette de prix que je vous ai donnée, entre 16,50 € et 19,90 € l'action, moins 2% pour les particuliers. Les détaillants, dont les buralistes et les maisons de presse, qui font évidemment la force de la Française des Jeux, puisque c'est eux qui distribuent les jeux, disposeront des mêmes conditions préférentielles, avec deux avantages supplémentaires. D'abord, le plafond pour les actions gratuites passera de 5 000 à 7 500 € pour les détaillants, et ils pourront cumuler ce plafond avec l'offre prévue pour les particuliers. Je tiens aussi à rappeler que les associations d'anciens combattants resteront au capital et dans le conseil d'administration de la Française des Jeux, et qu'elles pourront même y participer davantage si elles le souhaitent. J'insiste là-dessus parce que le lien entre la Française des Jeux et les anciens combattants est un lien très fort depuis le début de la création de la Française des Jeux, et que nous tenons absolument à ce que ces associations y gardent toute leur place, voire augmentent leur place dans la future Française des Jeux. Cette opération, elle doit être aussi l'occasion pour les Français de diversifier leurs placements. À un moment où les taux d'intérêt sont bas, où les placements sur les comptes d'épargne rapportent peu, ou sur les livrets A rapportent peu, c'est une manière de diversifier ces placements et d'avoir des perspectives de rendement qui peuvent être plus élevées dans une entreprise solide qui a une croissance dynamique sur un marché qui est porteur. Et vous savez qu'un des combats que nous livrons avec la majorité, et je remercie les députés qui sont présents, c'est de faire en sorte que l'épargne des Français contribue davantage au financement de notre économie. C'est un enjeu considérable d'avoir une épargne qui soit placée dans les PME, dans les entreprises, dans les grandes entreprises comme la Française des Jeux, parce que ça permet à notre économie de se développer,
ça permet de créer de l'activité sur les territoires, ça permet de créer de l'emploi. Et je pense qu'il est important que nous arrivions enfin à orienter l'épargne des Français vers l'économie et vers les entreprises. Et toutes les dispositions que nous avons prises par ailleurs, que ce soit la réforme du PEA, l'épargne retraite, les dispositions sur l'assurance vie, visent une seule chose, que l'épargne des Français stimule notre économie. Je voudrais enfin rappeler la logique de ces privatisations. Pourquoi est-ce que nous privatisons la Française des Jeux ? Et quelle est derrière les convictions qui nous animent ? C'est effectivement une redéfinition de la place de l'État dans l'économie. L'État a un rôle à jouer dans l'économie. Il a même un rôle majeur à jouer dans l'économie. Il a un rôle de planification sur les enjeux de long terme, comme l'énergie par exemple. Il a un rôle de protection de ceux qui sont les plus faibles, protection de ceux qui sont les plus fragiles, défense de l'ordre public économique pour qu'il y ait des règles dans le monde économique et que ce ne soit pas la jungle. Et puis il a un troisième rôle fondamental, essentiel au XXIe siècle, déterminant pour que la France reste parmi les grandes nations. Et je vous le dis en rentrant de Chine, ce qui est toujours un choc salutaire. Il doit investir dans l'innovation. Investir massivement, investir constamment, investir rapidement dans l'innovation. C'est la clé du succès français au XXIe siècle. C'est ce qui fera que nous appartiendrons encore aux grandes nations économiques au XXIe siècle ou que nous sortirons définitivement du jeu. Et donc cet argent, il va financer le Fonds pour l'innovation de rupture, qui va nous permettre de financer des investissements dans les nouvelles technologies qui sont indispensables. Il nous faut de l'argent pour l'intelligence artificielle. Il nous faut de l'argent pour le calcul quantique. Il nous faut de l'argent pour le stockage des données. Il nous faut de l'argent pour la santé du XXIe siècle. Et tout cela, c'est le Fonds pour l'innovation, le plan d'investissement d'avenir, qui doit nous permettre de le financer. Mais je le redis, c'est aujourd'hui la responsabilité majeure de tous les responsables politiques, en particulier ceux qui ont la responsabilité de notre économie, de faire en sorte que la France reste dans la course de l'innovation et reste dans la course technologique. Parce que ce qui est en jeu derrière, c'est notre souveraineté. Nous voulons avoir la maîtrise de notre souveraineté technologique, qui est la condition de notre souveraineté politique. La privatisation de la Française des Jeux s'inscrit dans ce cadre-là. Ce n'est pas privatisation comme cela, parce que tout d'un coup on aurait décidé qu'il faut privatiser la Française des Jeux. C'est une vraie politique réfléchie que nous avons voulu porter avec le Président de la République, avec le Premier ministre, depuis le début du mandat du Président de la République. Privatisation ne veut pas dire risque excessif pour les citoyens. Et la privatisation peut très bien aller avec la protection des citoyens. Et nous avons tout prévu dans cette privatisation de la Française des Jeux pour que la protection des Français soit garantie. D'abord, la Française des Jeux gardera, je le rappelle, son excellente présidente Stéphane Pallez. C'est déjà la première des garanties. Elle a remarquablement réussi. Le fait qu'elle reste présidente de la Française des Jeux, c'est une garantie très solide pour l'entreprise. Il y a une deuxième garantie, c'est que l'État reste présent au capital. Nous cédons 52%, mais l'État gardera 20% de la Française des Jeux. C'est une deuxième garantie. Nous allons par ailleurs disposer de 3 représentants au conseil d'administration. Nous allons disposer également d'un commissaire du gouvernement qui sera désigné pour veiller au respect des objectifs de la politique des Jeux et que le développement de la Française des Jeux continue à être un développement durable et responsable. Enfin, je rappelle qu'une fois l'opération réalisée, l'État agréera les dirigeants de l'entreprise et donnera son accord pour toute prise de participation supérieure à 10%. Donc n'ayez pas d'inquiétude sur le fait que parce que nous allons privatiser les Jeux, tout d'un coup, il pourrait y avoir un actionnaire étranger qui prendrait le contrôle de la Française des Jeux. Ça ne sera pas possible. Et nous avons prévu tous les verrous nécessaires pour que ça ne soit pas possible. Enfin, au-delà de cette structure de la Française des Jeux, je rappelle que nous avons créé une autorité nationale des Jeux. Elle n'existait pas avant la privatisation. Elle existe après la privatisation. Donc c'est bien la preuve qu'on peut conjuguer privatisation et protection des citoyens français et défense de l'intérêt général. Cette autorité nationale des Jeux, elle sera placée sous la présidence de l'ancienne présidente,
la CNIL, Isabelle Falque-Perrotin, et elle aura tout pouvoir, je dis bien tout pouvoir, pour interdire un jeu qui présente des risques et vérifier que le taux de retour aux joueurs ne dépasse pas les 75% pour les jeux de loterie. C'est ce qui permettra le développement durable et responsable de la Française des Jeux. Vous le voyez, il y aura donc plus de garanties après la privatisation qu'avant la privatisation. Et cette privatisation nous permettra, une fois encore, de faire en sorte que l'État investisse dans l'avenir des Français, dans l'innovation, ce dont dépend très largement notre souveraineté nationale et notre succès économique au XXIe siècle. Je vous remercie et je serai très heureux de répondre à vos questions avant de céder la parole à Stéphane Balaise et à Martin Vial, le directeur de l'APE. Pourtant, s'il n'y a pas de questions comme en Chine, c'est très pratique. Bien, écoutez, je vous remercie d'avoir assuré la continuité entre notre visite chinoise avec le président de la République et la conférence de presse sur la Française des Jeux, et je laisse la parole à Stéphane Balaise et Martin Vial. Bonne journée à tous. Voilà, alors je pourrais m'arrêter là parce que tout est dans le film. Mais je vais néanmoins vous dire quelques mots aujourd'hui. Alors le ministre que je tiens à remercier d'abord pour être venu dans l'entreprise pour parler de cette opération. Je crois que c'est une grande première. Et je pense que c'est très important pour l'entreprise, pour la fierté des collaborateurs de l'entreprise, à qui, je crois, le ministre a dit des choses très importantes en ce jour, et aussi parce que cela marque ce que le ministre, je pense, a dit, c'est-à-dire que l'État, en fait, ne disparaît pas, bien au contraire de la vie de l'entreprise. Certes, l'État vend donc 50% du capital, mais comme le ministre l'a souligné, l'État va garder, à travers sa part au capital, à travers ses droits spécifiques, à travers l'agrément des dirigeants, à travers la régulation, il garde le contrôle de ce qui est important pour l'État, et il va donc rester, en fait, notre principal actionnaire. Je ne sais pas s'il faut dire notre actionnaire de référence, et je pense que c'est un message très important que d'être venu le dire aujourd'hui dans l'entreprise. Voilà, alors je voudrais vous parler quand même, puisque nous sommes aujourd'hui au début de cette opération de l'entreprise FDJ et des raisons d'investir dans l'entreprise FDJ. Je voudrais encore une fois souligner que, et le ministre l'a très bien dit, que l'entreprise aujourd'hui, ce qu'elle est, c'est le fruit des efforts de ses salariés, de ses collaborateurs, de ses détaillants, et le ministre a parlé de l'offre qui leur est réservée, et je voudrais prendre ce moment pour les remercier personnellement. Tout d'abord, évidemment, les salariés de l'entreprise, puisque je suis à la tête de cette entreprise depuis maintenant 5 ans, mais aussi pour remercier l'ensemble des détaillants et des parties prenantes de l'entreprise pour l'action au quotidien que nous menons sur tous les plans et qui font de cette entreprise ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire un groupe solide, dynamique, innovant et responsable. Et c'est évidemment ça qui est au cœur de notre projet. Donc nous ne serions évidemment rien sans nos actionnaires et notamment sans le premier d'entre eux, mais nous ne serions rien sans la poursuite inlassable des efforts de toute l'entreprise et en particulier au service de ses clients, les Français, qui seront peut-être donc aujourd'hui, demain aussi, nos actionnaires. Et c'est bien sûr à eux, au premier chef,
que nous voulons nous adresser dans les jours qui viennent pour parler de l'entreprise à travers ce que nous allons dire aujourd'hui et encore une fois tout au long de cette opération. Donc je voudrais vous parler très directement, effectivement, des raisons d'investir aujourd'hui dans l'entreprise FDJ, et elles sont claires et simples de résumer sur l'écran. FDJ, comme on l'a dit et comme on le sait, est donc le champion national de la loterie et des paris sportifs. Je crois que tout le monde aujourd'hui en est bien conscient, et donc je ne vais pas vous redonner les chiffres, mais on y reviendra tout à l'heure. C'est une entreprise qui est éthique et qui est proche des Français. Et cette notion de proximité, elle est très importante pour nous dans notre activité, et elle va être renforcée, je pense, par cette opération. C'est un des bénéfices que l'entreprise peut en attendre, c'est de nouer une relation encore plus forte avec les Français, non seulement comme client, mais aussi comme actionnaire. C'est une entreprise qui a donc connu et qui va continuer de connaître une croissance solide et régulière. C'est une entreprise qui a eu et qui va continuer d'avoir une stratégie ambitieuse et équilibrée pour porter son développement. Et c'est une entreprise qui partage les fruits de la croissance avec ses actionnaires, mais pas seulement. Et c'est ce que aussi nous allons faire à travers cette opération. Alors, je vais aller peut-être directement, puisque je crois qu'on a eu beaucoup l'occasion de décrire l'entreprise, dans la partie économique et financière, puisque là, nous sommes quand même au moment où il s'agit de savoir si... il s'agit d'expliquer pourquoi l'investissement dans FDJ est un bon investissement. Et donc, je vais vous parler très directement des arguments 3, 4 et 5, et bien entendu, je pourrai répondre à vos questions sur le reste. Alors, la croissance du FDJ, je crois que c'est la marque de fabrique de l'entreprise. C'est une marque de fabrique qui dure depuis 25 ans. Donc depuis 25 ans, l'entreprise a connu une croissance moyenne annuelle de ses mises de 5%. Et c'est ce qui est sa caractéristique aujourd'hui, c'est d'être le fruit de cette histoire et d'avoir des secteurs d'activité diversifiés qui lui donnent cette capacité de générer une croissance stable dans le temps. Et c'est ce que nous sommes aujourd'hui. Alors, ce que nous sommes aujourd'hui, c'est donc une entreprise qui est en croissance et qui, effectivement, partage cette croissance. Ça, c'est au cœur de notre modèle. Donc, c'est un modèle de redistribution. Évidemment, la première redistribution, ce sont les gains aux joueurs. Donc, sur la base des chiffres 2018, 10,7 milliards ont été redistribués aux joueurs sur 15,8 milliards de mise. C'est évidemment, cela a été rappelé, les prélèvements publics, 3,5 milliards quand on fait la totalité des prélèvements qui vont à l'État, qui font partie intégrante de notre modèle et qui, comme le ministre l'a redit, seront maintenus et continueront d'augmenter en association avec la croissance de l'entreprise. Et donc, le chiffre d'affaires de l'entreprise est donc de 1,8 milliard. Et c'est sur cette base-là que l'entreprise peut, évidemment, investir, mais aussi rémunérer ses actionnaires. C'est ce qu'elle a fait dans le passé, c'est ce qu'elle va continuer de faire dans le futur. Donc, en 2018, un résultat net de 170 millions d'euros et un dividende de 122 millions d'euros. Donc ça, c'est notre modèle et c'est celui que nous allons continuer à faire croître et perdurer. Voilà. Donc, nous sommes aujourd'hui en novembre 2019 et ce que nous avons déjà confirmé, c'est que 2019 sera une année donc, de croissance. Donc nous sommes dans la poursuite de ce modèle, de croissance des mises, de croissance du chiffre d'affaires et avec donc une marge d'EBITDA de 19%. Et nous avons donc annoncé que le dividende de 2018
serait maintenu en 2019 à hauteur de 122 millions d'euros, c'est-à-dire que nous ne ferions pas payer à nos actionnaires les coûts exceptionnels de l'opération de privatisation. Donc une confirmation de notre modèle de croissance et de distribution. Tout ceci, c'est le fruit donc d'efforts et surtout d'un investissement profond de l'entreprise dans sa transformation. C'est le plan que nous avons mis en œuvre et dont nous avons aujourd'hui déjà énormément de bénéfices dans ces résultats depuis 2020. Donc, depuis 2020, nous avons modernisé notre réseau de points de vente. Nous avons investi considérablement dans ce réseau. Nous avons numérisé les mises de l'entreprise, c'est-à-dire que nous avons créé à la fois un nouveau point de contact à travers la loterie en ligne et un point de contact évidemment qui nous permet d'avoir des jeux innovants en ligne, mais nous avons aussi numérisé nos points de vente et donc nous sommes presque à notre objectif de 20% de mise numérisée aujourd'hui, qui était l'objectif 2020. Nous avons commencé à avoir de premiers succès internationaux dans la vente de notre savoir-faire. Nous avons évidemment considérablement enrichi notre portefeuille de jeux et de services grâce à l'innovation, qui est un marqueur de cette entreprise. Et nous avons continué d'avoir un impact économique et social significatif que nous mesurons tous les ans par une étude du BIP, qui est un organisme statistique reconnu, et que nous publions au même moment que nos résultats financiers, parce que ça fait partie du projet de l'entreprise. Et ceci, donc, grâce à un effort d'investissement qui a été donc massif sur 5 ans, donc 500 millions d'euros d'investissement sur le plan 2020-2025. Et c'est ce qui nous permet d'avoir l'ambition que nous avons aujourd'hui, qui est donc, comme cela a été dit, de continuer à renforcer notre position dans à la fois la loterie grâce à l'innovation et dans les paris sportifs qui sont un secteur toujours en construction sur le marché français, et aussi de devenir donc encore bien davantage qu'aujourd'hui un acteur international de référence en matière de jeux et de services. Donc, rapidement sur cette stratégie, donc oui, la loterie restera un secteur de croissance pour la Française des Jeux, grâce à l'innovation, grâce à la numérisation dont j'ai parlé, que nous allons poursuivre, et grâce aussi aux investissements que nous allons faire dans la relation avec nos clients, grâce à la fidélisation que nous allons accroître auprès de nos clients. Dans les paris sportifs, donc, marché très dynamique sur lequel beaucoup d'acteurs, évidemment, en ligne aujourd'hui sont en concurrence, sur lequel nous avons le monopole des paris sportifs en point de vente. Nous allons donc continuer d'investir pour nourrir la croissance de ce marché, recruter davantage de clients, enrichir notre offre, encore une fois, par plus de paris, plus d'innovation. Et nous allons commencer à ajouter un troisième axe de croissance, qui est ce qu'on appelle les activités adjacentes, et qui sont l'idée de développer sur la base des investissements que nous faisons dans nos actifs pour notre activité domestique, des revenus additionnels. C'est ce que nous avons commencé à faire à l'international, et c'est ce que nous avons également commencé à faire dans notre réseau pour valoriser notre infrastructure technologique dans l'ensemble du territoire national. Ceci passera par un effort aussi sur des grandes priorités stratégiques que vous avez déjà entendues dans ma bouche, c'est-à-dire la poursuite de la modernisation et le maintien d'un réseau de points de vente sur l'ensemble du territoire national, qui est pour nous à la fois un élément essentiel de notre business model, mais aussi un élément essentiel de notre impact économique et social. Deuxièmement, la relation client. FDJ est une entreprise qui a 25 millions de clients fin 2018. C'est donc un axe majeur pour nous que
d'entretenir cette relation avec nos clients, d'entretenir cette relation, de l'enrichir grâce aussi à l'innovation que permet le développement du digital en point de vente et en ligne, et évidemment le renforcement de la politique de jeu responsable qui, encore une fois, est un accompagnement nécessaire et permanent de l'ensemble de ces politiques dans tous leurs axes sur l'ensemble de nos métiers. C'est ce qui va donc nous permettre de réaliser notre promesse. Et notre promesse, évidemment, elle s'incarne dans des chiffres qui incarnent cette promesse de croissance durable de l'entreprise. Donc, en 2020, une croissance d'environ 5%, je vais parler du chiffre d'affaires et pas tout vous détailler. Au-delà, à 2025, une croissance dans une fourchette de 3 à 4%, qui, encore une fois, correspond à cette idée d'une croissance durable et pérenne dans le temps. Des efforts d'investissement maintenus, puisque 600 millions d'investissements sont donc prévus sur la période 2020-2025. Notre marge sur cette base va donc s'améliorer et va donc nous permettre de générer des résultats nets en croissance, sur lesquels s'exercera une promesse fondamentale pour les actionnaires, et en particulier les particuliers, si je puis dire, qui est l'objectif de distribuer 80% de notre résultat net sous forme de dividendes dès 2020. Et j'ajoute, parce que c'est important pour nous, et je pense que c'est important dans le contexte français, que l'entreprise, au-delà, encore une fois, de la répartition des fruits de la croissance avec ses actionnaires, est pleinement engagée dans une démarche qui d'ailleurs est également dans la loi Pacte, qui s'appelle l'expression, la formalisation d'une raison d'être. Donc l'entreprise a engagé avec l'ensemble de ses parties prenantes et de ses salariés, comme elle a l'habitude de le faire dans son modèle collaboratif, une réflexion sur que pourrait être la raison d'être que nous allons continuer à mener pour la faire aboutir dans l'année 2020 et que nous avons donc commencé à co-construire, encore une fois, avec l'ensemble de ces parties prenantes. Et je pense que ceci est tout à fait cohérent avec notre modèle. Voilà. Alors, je voudrais maintenant peut-être dire un mot rapide, mais pas trop long, pour que nous puissions répondre à vos questions. Et le ministre a déjà, je pense, dit beaucoup de choses sur les modalités de la privatisation. Donc, je rappelle que la privatisation de la Française des Jeux, elle se fait sur une base qui est celle de la loi Pacte et des textes qui l'ont suivi. Un État actionnaire donc, qui reste capital à hauteur de 20% et qui garde donc un contrôle étroit, une autorité de régulation indépendante, une contribution aux finances publiques qui continuera de progresser avec notre activité, et un régime fiscal et juridique, bien sûr, clarifié et inscrit dans la loi et qui sera en œuvre à partir du 1er janvier. Donc sur cette base, le ministre a donné la période d'offre, que je vous rappelle, donc du 7 au 20 pour les investissements institutionnels, du 7 au 19 pour les particuliers, et a donc été annoncé dans la note d'opération visée par l'AMF, donc la fourchette de prix de l'entreprise de 16,50 à 19,90, qui est donc la fourchette de prix institutionnelle avant décote de 2% aux particuliers, et qui correspond donc à une valeur de l'entreprise entre 3,150 milliards et 3,8 milliards. Donc, l'actionnaire de l'entreprise va donc évoluer. Donc, il est évidemment impossible aujourd'hui de décrire l'actionnariat précis de l'entreprise, mais ce qu'on peut dire, donc de manière certaine, c'est que l'État donc, compte vendre 50%. Donc ça, c'est la partie la plus certaine de ce camembert. Les actionnaires actuels, comme le ministre l'a indiqué, pour certains d'entre eux, ont déjà indiqué leur volonté de rester au capital et même éventuellement de se renforcer. Donc nous avons fait une hypothèse globale de maintien des actionnaires historiques, si je puis dire, de l'entreprise, mais qui n'est qu'une hypothèse, encore une fois. Les salariés, ils sont aujourd'hui à 5% du capital, ils bénéficient d'une offre réservée aux salariés, et donc nous avons fait également l'hypothèse qu'ils seraient toujours présents au capital en mettant aujourd'hui simplement le chiffre
qu'ils détiennent aujourd'hui, mais ça ne sera pas les mêmes salariés, puisque beaucoup de salariés aujourd'hui n'ont pas eu accès à des plans d'action. Donc cela évoluera en fait forcément. Sur l'opération elle-même, donc le ministre a dit hier que 30%, si on compte la totalité de l'opération, sont potentiellement réservés aux particuliers. Donc si les particuliers sont nombreux à vouloir des actions, ils bénéficieront d'une possibilité de souscrire d'une manière large dans la structure de cette opération. Les institutionnels, donc nous avons aujourd'hui beaucoup de demandes d'institutionnels, beaucoup de marques d'intérêt. Nous allons commencer les roadshows officiels maintenant et nous pensons qu'ils seront au rendez-vous, en particulier des investisseurs longs, des investisseurs français, mais aussi européens et internationaux. Et donc ça, nous le verrons chemin faisant. Voilà, donc le ministre a rappelé les avantages pour les particuliers, donc je pense que je peux passer assez vite là-dessus. Donc le ministre a également rappelé les avantages pour les détaillants, pour notre réseau, qui donc bénéficie également donc d'une offre spécifique, et l'offre aux salariés, donc j'y ai fait allusion. Les salariés détiennent aujourd'hui, pour certains d'entre eux, 5% du capital. Ils ont donc accès, à partir d'aujourd'hui, à une offre réservée aux salariés, avec 3 formules, et qui leur permet... Alors, le 10% est un plafond très théorique, c'est le plafond, j'allais dire, normal, et nous espérons évidemment que les salariés de l'entreprise suivront, investiront pour être aussi pleinement associés à la réussite de l'entreprise dans les prochaines années. Voilà, et donc je pense que je vais m'arrêter là et peut-être proposer à Martin Vial de me rejoindre sur la scène pour pouvoir répondre à vos questions, si vous en avez. Nous sommes à votre disposition. Merci d'être ici et de nous avoir écoutés ce matin. Alors, y a-t-il des questions? Ah oui, ils savent tout. Non, elle est acquise dès l'achat des titres. Je vous entends pas en fait. Le micro marche pas très bien. Si on peut vous donner un micro plus performant. Merci. Oui, j'avais 3 questions rapides. Est-ce que vous pourriez nous préciser les frais exceptionnels d'introduction dont vous nous avez parlé? Par ailleurs, concernant l'affectation des fonds récoltés par l'État, si j'ai bien compris, 100% iront au fonds d'innovation. Est-ce que vous pourriez le préciser? J'avais aussi, par le passé en tête que peut-être une partie irait au désendettement. Est-ce que ce n'est plus le cas? Et pour finir, vous avez parlé de 25 millions de joueurs. Est-ce que vous pourriez nous préciser le montant des mises moyennes de vos joueurs? Merci. Alors, sur votre première question, sur les montants exceptionnels, on les donnera à la fin de l'opération, parce que donc on a des estimations, mais donc c'est une opération de privatisation. Il y a énormément de dépenses exceptionnelles. Je veux dire, il faut en faire la totalité à la fin de l'opération. Donc c'est évidemment, on pense aux campagnes médias, mais c'est aussi le coût des conseils pour préparer cette opération. C'est aussi toutes les campagnes de communication exceptionnelles qu'on fait en interne. Enfin, il y a énormément de choses, donc je ne suis pas aujourd'hui en mesure de vous donner un chiffre final. C'est toujours des chiffres élevés, mais c'est un investissement, si je puis dire, sur l'avenir et dans la relation avec l'ensemble des actionnaires. Donc c'est assez classique.
Sur les 25 millions de clients, d'abord je précise que la définition de ces 25 millions de clients, ce sont des gens qui ont joué au moins une fois dans l'année à un jeu de la Française des Jeux. Donc la moyenne n'a pas forcément beaucoup de sens, puisque là-dedans, vous allez avoir des gens qui vont jouer uniquement quand l'euro-million atteint 190 millions de jackpot, comme Martin, par exemple, qui aimerait bien avoir plus d'argent pour investir dans l'innovation. Mais vous avez des catégories de gens très différents, et avec aussi des niveaux de mise très différents sur les types de jeux, puisque la mise moyenne dans les paris sportifs est plus élevée que dans la loterie. Ça, c'est dans tous les pays, c'est une constante. Donc, j'essaye de vous retrouver la moyenne. Elle est, de toute façon, on l'a dans les annexes, donc on va vous la donner. Elle est plus faible que la plupart des grands marchés européens, notamment italiens et anglais, mais elle doit être prise, encore une fois, avec beaucoup de précautions, puisque ça ne reflète pas forcément, il faut aller beaucoup plus dans le détail pour regarder par type de jeu. C'est pour ça qu'on parle souvent chez nous de la différenciation du jeu responsable, parce qu'en fait, pour aller s'occuper du jeu responsable, il faut le regarder activité par activité, et même de plus en plus joueur par joueur. Voilà. Donc, mais on va vous donner le chiffre que je n'ai plus dans le coin de ma tête, parce que depuis ce matin, voilà. Est-ce que l'autre question était pour toi ? Merci. Sur l'utilisation de ces futures recettes, le mécanisme, c'est que lorsque ces fonds arriveront dès le 22 novembre dans les caisses de l'État, du compte d'affectation spéciale de l'APE, ceci viendra abonder nos recettes sur lesquelles nous puisons pour faire un certain nombre d'opérations d'augmentation de capital. Le CAS de l'APE est sollicité sur un certain nombre d'opérations concernant les 88 entreprises qui sont dans le portefeuille. Cette recette, parmi d'autres, va être en effet affectée au Fonds pour l'innovation, alors pas immédiatement, mais dans le fonctionnement du Fonds de l'innovation. Ce faisant, la future recette, on ne va pas dire aujourd'hui le montant, nous verrons dans 15 jours, cette recette va être versée sur le Fonds pour l'innovation, et ce faisant va réduire à due concurrence le besoin de financement de l'État, car les fonds qui sont affectés au Fonds pour l'innovation sont versés à l'Agence France Trésor, et de ce fait réduisent le besoin de financement de l'État. Donc on est dans un mécanisme où effectivement la recette de privatisation va à la fois abonder le Fonds pour l'innovation, lui permettant de dégager un rendement permanent, durable, et en même temps contribuer à la réduction du besoin de financement de l'État. Bonjour, Anne Jumet de France Culture. Pourquoi avoir instauré ce plancher à 200 € pour les particuliers ? Parce que ces opérations d'acquisition donnent lieu à un certain nombre de coûts pour les établissements bancaires, et les frais d'opération qui seront demandés par les réseaux justifient qu'il y ait un minimum d'investissement qui représente à peu près, on verra le prix final, mais un peu plus d'une dizaine d'actions souscrites par les particuliers. Justement, les réseaux bancaires n'ont plus le droit de faire directement la promotion de l'opération. Malgré tout, elles ont des prospectus en interne, elles peuvent faire des revues de patrimoine. Est-ce que vous avez des bons premiers retours sur l'intérêt suscité, la campagne de com ayant été massive quand même depuis une dizaine de jours ? Alors, s'agissant d'abord de la tranche institutionnelle, on peut dire qu'à ce stade, la demande nous paraît bonne. Nous verrons si ce pronostic se confirme. S'agissant et si
cette demande bonne se confirme, cela ne veut pas dire que les particuliers ne pourront pas souscrire. Au contraire, puisqu'il y a dans la note d'opération qui a été diffusée, il y a une indication que 20 à 40% de l'offre en dehors de ce qu'on appelle la surallocation est réservée aux particuliers. S'agissant de la demande des particuliers, comme je l'avais dit le 18 octobre, nous sommes dans une opération qui est inédite depuis la mise en place de la réglementation qu'on appelle MiFID II, qui s'impose aux réseaux bancaires qui n'ont pas le droit de démarcher activement leurs clients. Donc ce qu'on peut dire, c'est que nous avons fait le choix d'un syndicat bancaire qui regroupe les grandes banques à réseau du pays et qu'elles sont mobilisées. Et encore, on leur a rappelé dans les dernières heures ou les derniers jours la nécessité d'être mobilisés. Et ce qu'on sait, c'est que les réseaux les réseaux bancaires sont effectivement très motivés et prêts à recevoir et à agir sur la demande qui sera adressée par les actionnaires ou par leurs clients pour souscrire à FDJ. À ce stade, nous ne donnerons pas d'estimation de cette demande en particulier. Nous verrons évidemment au moment de la cotation dans 15 jours. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui critiquent le bien fondé d'une telle opération ? Je crois que le ministre a été clair. Ceci s'inscrit dans une évolution de la doctrine de l'État actionnaire qui est de se positionner sur les grandes entreprises stratégiques nationales, relevant de la stratégie économique nationale, c'est-à-dire les entreprises relevant de la défense nationale et du nucléaire civil. Ça, c'est la première catégorie. Ensuite, les grands services publics comme la SNCF, la Poste. Et puis, une troisième catégorie qui sont les entreprises pour lesquelles nous venons au secours. Ça a été le cas de PSA en 2014. Donc, les autres entreprises, nous avons vocation à faire évoluer notre participation et dans la perspective d'investir dans l'innovation. Donc, la logique de cette privatisation, où vous aurez observé que l'État ne se retire pas totalement, nous gardons 20% de capital, c'est de libérer des ressources, comme je l'ai expliqué à l'instant, pour financer l'innovation de rupture et donner à l'économie nationale, à travers ces opérations, une force nouvelle sur l'innovation, alors même qu'aujourd'hui, nous sommes dans un défi colossal de la force, en particulier les entreprises américaines et chinoises, sur les nouvelles technologies, sur le numérique, sur les biotechnologies. Et donc la France entend devenir un acteur majeur dans ce domaine. Que répondez-vous aux personnes qui ont des inquiétudes quant au risque d'addiction qui pourrait augmenter avec le fait que ça devient des acteurs privés maintenant qui sont détenus ? Alors la première réponse, c'est que l'entreprise FDJ est positionnée quand même sur les jeux d'argent les moins addictifs. Je le rappelle toujours parce que je suis parfois étonnée d'avoir cette question et d'être la seule, si je puis dire, à y répondre. Voilà. Donc, ceci étant dit, la lutte contre l'addiction fait partie intégrante des missions de l'entreprise depuis toujours. Et en plus, comme le ministre l'a rappelé, dans le cadre de la loi Pacte, a été non seulement créée une autorité indépendante, l'autorité nationale des jeux, qui sera en place en janvier. Donc ça, c'est quand même un changement majeur que d'avoir un régulateur quasi unique du secteur des jeux, indépendant de l'actionnaire, puisque avant il était séparé, mais c'était pas forcément totalement lisible de l'extérieur, doté de moyens importants, et dans le cadre d'une régulation qui, à travers les échanges qui ont eu lieu, y compris d'ailleurs avec les parlementaires, a été renforcée. Voilà. Donc, je pense que, c'est de toute façon partie intégrante du modèle de développement de l'entreprise. Et quand je l'explique, d'ailleurs, aux investisseurs, c'est absolument essentiel pour eux. C'est-à-dire que notre modèle n'est durable que s'il est responsable. Voilà. C'est
totalement liés. Il n'y a pas, et c'est une conviction très forte de l'entreprise, et c'est une conviction qui, à mon avis, est plutôt encore renforcée par le cadre actuel. L'entreprise a toujours eu à cœur d'investir sur ce sujet. Elle investit plus que d'autres. Elle est notée numéro 1 dans son secteur par Vigeo sur la responsabilité sociale et le jeu responsable. Donc je crois que sur ce sujet, encore une fois, ça fait partie intégrante de notre plan, de notre stratégie, de notre histoire, et tout le monde le comprend et comprend que c'est essentiel. Oui, bonjour. Christophe Alix, Journal Libération. Une question pour Monsieur Vial. Bon, j'aurais dû la poser au ministre tout à l'heure, mais je n'ai pas réagi à temps. Au-delà de la Française des Jeux, donc, qui va être la première privatisation disons, depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron. Enfin, je crois qu'il y a eu une vente de titres GDF Suez, je crois. Et puis, il y a toujours le dossier d'ADP en suspens. Est-ce qu'on peut imaginer dans l'avenir, par rapport à la doctrine que vous venez d'énoncer ou de rappeler de l'État actionnaire, est-ce qu'on peut imaginer d'autres opérations dans les prochaines années ? Et sur quel type d'entreprise ? Merci pour votre question. En fait, les choses sont assez simples. Les opérations de privatisation, c'est-à-dire la cession du contrôle majoritaire d'une entreprise, doivent passer par la loi. Donc la loi Pacte, le choix qui a été fait par le gouvernement et par le Parlement, a été d'autoriser la privatisation de LDJ et d'ADP, pas d'autres entreprises publiques, et puis à supprimer le seuil minimal de détention dans Engie, qui était de 33% du capital ou des droits de vote. Par ailleurs, nous sommes actionnaires d'entreprises privées, dans lesquelles nous avons d'ores et déjà une participation minoritaire. Ça a été le cas, nous avons cédé des actions dans Renault en 2017, nous avons cédé des actions dans Safran. Donc, dans les entreprises qui ne font pas partie des 3 catégories que j'évoquais, nous pourrions faire des opérations de cession, partielle ou totale. Je précise que les conditions pour sortir totalement d'une entreprise du portefeuille, c'est de s'assurer, qu'il y a un actionnariat français stable qui se substitue à l'État, ou qui existe, il peut préexister, et 2, que, évidemment, une telle opération se passe à un moment où, sur le plan patrimonial, cette opération est pertinente pour l'État et pour les finances publiques. Donc, sous ces conditions, il est possible que nous ayons d'autres opérations dites de respiration du portefeuille, mais évidemment, je ne peux pas vous l'indiquer aujourd'hui. Oui, j'avais une question pour Madame Paliès. Donc, ça va être une belle opération pour l'État, parce que, donc, si j'ai bien compris, l'État pourrait en retirer entre 1,6 milliard et 2 milliards d'euros de recettes. Mais pour la Française des Jeux, il n'y a rien en plus dans cette opération pour financer votre développement, votre croissance, vos éventuelles acquisitions à l'étranger, etc., etc. Alors, d'abord, la première chose, c'est que la Française des Jeux a déjà les moyens de financer son développement. C'est une entreprise qui génère sur une base régulière beaucoup de cash, qui n'est pas endettée, donc qui, en fait, a une capacité de financement de son développement d'ores et déjà aujourd'hui. Donc, c'est pour ça qu'elle n'a pas eu besoin de faire appel au marché à travers cette opération, comme ça a pu être le cas dans le passé sur d'autres opérations de privatisation. Pour autant, je pense que cette opération, elle accompagne quand même une évolution et une transformation de l'entreprise qui a déjà commencé, mais que je pense que cette opération va nous permettre d'accélérer en termes de capacité, d'aller saisir davantage d'opportunités, éventuellement en termes de croissance à l'international. Et donc, ça n'est pas, encore une fois, ça n'est pas impossible aujourd'hui, mais je pense qu'à travers
la gouvernance de l'entreprise, le nouveau type d'investisseurs que nous allons avoir et les investisseurs particuliers, nous allons être dans une situation très, très différente en termes à la fois de relations avec nos clients et aussi d'investissement et de projets actionnarial de long terme. Ça n'est pas une rupture, mais je pense que c'est une accélération de cette transformation que va permettre cette opération, aux côtés de l'État, puisque l'État souhaite rester avec nous, mais aux côtés aussi de grands investisseurs qui, encore une fois, sont intéressés par la Française des Jeux parce qu'ils y voient un investissement de croissance durable de long terme. Bonjour, j'aurais souhaité plus de précisions sur l'international et l'innovation. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous rappeler en fait ce qu'il en est justement de la FDJ à l'international et ce que vous envisageriez éventuellement à court terme et éventuellement en 2020? Et la même chose en ce qui concerne l'innovation, est-ce que vous avez de nouvelles pistes à l'heure actuelle, justement, que déjà dans les tuyaux et éventuellement sur lesquelles vous voulez capitaliser par exemple l'année prochaine? Je suis pas sûre, la deuxième question, c'est une piste sur les pistes sur l'innovation, sur les services innovants que vous voulez éventuellement, par exemple, implémenter. Alors, donc sur l'international, ce que nous avons commencé à faire, c'est valoriser notre savoir-faire, c'est-à-dire les investissements que nous avons faits en fait pour créer en particulier nos plateformes de paris sportifs, nos plateformes numériques, notre offre en ligne. Donc nous avons commencé en fait à vendre ce savoir-faire sous forme de services, c'est-à-dire en B2B. Donc nous ne sommes pas opérateurs de loterie ou de paris sportifs à l'international. En revanche, nous fournissons d'autres opérateurs de loterie sur la base de notre technologie et de nos services. Et donc, par exemple, aujourd'hui, s'agissant de la loterie portugaise, on peut prendre comme exemple, la loterie portugaise opère son activité de paris sportifs en point de vente sur notre plateforme avec l'ensemble des services de la cotation, de la gestion du risque qui y sont associés. Donc notre projet à l'international, puisque nous avons fait la preuve que nous avions une offre compétitive, puisque nous gagnons aujourd'hui des appels d'offres à l'international contre des très grands fournisseurs de jeux d'argent dans ces créneaux dans lesquels nous avons clairement encore une fois une capacité d'innover et d'investir qui est très cohérente avec les besoins aujourd'hui du marché, notamment des paris sportifs, parce que c'est un marché qui est en développement dans beaucoup de pays. Donc notre projet, c'est d'accroître notre capacité de répondre à des appels d'offres et de servir des clients à l'international d'une manière beaucoup plus large. Donc ça peut supposer éventuellement des acquisitions pour renforcer notre offre et notre capacité de service. Et ça fait partie des thématiques qu'on a indiquées sur nos croissances, notre croissance externe future. Sur l'innovation, c'est une question qui est plus difficile d'y répondre en une phrase, parce que l'innovation, en fait, elle est permanente dans notre activité. Donc, nous passons notre temps d'une part à rénover nos marques anciennes, mais en fait nous les rénovons, nous les rajeunissons, nous les numérisons. Donc est-ce que c'est de l'innovation? Oui, c'est de l'innovation, bien entendu. Donc quand on relance Morpion, qui est une marque ancienne emblématique, et qu'on en fait un jeu digital, c'est de l'innovation. Voilà. Donc c'est permanent et c'est vraiment au cœur de notre capacité de croître dans nos activités, dans nos cœurs de métier. C'est également effectivement l'innovation dans la manière dont nos clients jouent. Alors ce qu'on peut citer comme innovation récente, parce qu'elle est assez emblématique, c'est que nous avons donc, après plusieurs essais, plusieurs expérimentations, on a lancé un jeu dit hybride, c'est-à-dire qui commence par un jeu de grattage papier, mais qui peut être continué
sur son mobile qui s'appelle Qui tout double, qui a donc été lancé dans nos points de vente il y a maintenant plus que quelques semaines, quelques mois, et qui connaît un grand succès. Et en fait, c'est la première fois, presque, je pense, à l'échelle mondiale, qu'il existe un jeu comme ça et qui connaît un tel succès. Donc ça, c'est un exemple. On pourrait en parler pendant très longtemps. Oui, Jean-Laurent Morel du journal Investir. Je voulais savoir comment se situait votre valorisation par rapport aux sociétés du même secteur à l'international et en Europe, sachant que le ratio de capitalisation est de 19 à 22 fois 2018 et les EBITDA 10 à 12 fois. Donc je voulais savoir où vous vous situez par rapport à vos concurrents. Alors, je crois que la première réponse à votre question, c'est de rappeler qu'en fait, dans le secteur de la loterie, il n'y a en fait pas de vrai comparable. Il n'y a pas de vrai comparable parce que, comme la régulation des loteries est nationale, chacune a des conditions d'activité différentes, un périmètre d'activité différent, des durées de droits différents et une fiscalité différente. Donc une fois qu'on a mis tout ça, c'est pas très facile de comparer. Alors néanmoins, l'État et nous avons évidemment essayé au moins de tirer des comparaisons de celles qui sont cotées. Il y en a également peu qui sont cotées. Donc il n'y a que la loterie australienne et la loterie grecque. Et sinon, il y a des opérateurs de paris sportifs cotés. Là, par contre, il y en a beaucoup. Et donc, on a plutôt regardé, si je puis dire, par type d'activité, ce que ça pouvait nous donner comme élément de comparaison. Mais je crois que ce qu'on peut quand même dire, quand on regarde les retours que nous avons des analystes du syndicat bancaire, c'est que l'essentiel des analystes privilégient des valorisations fondées sur des calculs liés au flux de dividendes de l'entreprise, ce qui est assez raisonnable par rapport à notre modèle économique. Je ne sais pas si Martin, tu veux compléter ? Voilà, donc on verra quand le prix final sera fixé, mais encore une fois, je crois que c'est une valeur assez fondamentale qu'il faut regarder, notamment par rapport aux dividendes. Et je pense qu'une entreprise comme la Française des Jeux, bien son objectif, c'est d'avoir effectivement un rendement dans la durée qui soit compétitif et stable par rapport au SBF 120. C'est son premier objectif. La seule chose, merci Stéphane, la seule chose que je peux rajouter, c'est que FDJ, le plan d'affaires de FDJ, ce qui a été montré par la présidente à la fois le 18 octobre et ce matin, et que vous avez dans le dossier de presse, est sur une croissance résiliente, raisonnable. On n'est pas dans une entreprise avec une croissance booming comme dans le domaine des startups. C'est une entreprise mûre. Mais ce que prouve le track record de l'entreprise, c'est que cette croissance a été extrêmement solide, régulière, et que les résultats de ce fait sont résilients. Et donc, dans les échanges que nous avons avec les investisseurs et les analystes ces dernières semaines, ce qui attire les investisseurs, c'est clairement la solidité de l'actif. Je réponds à un spécialiste de la gestion patrimoniale. La solidité de l'actif, sa croissance et des résultats ou des performances qui sont eux-mêmes un peu indépendants de la conjoncture économique. Donc c'est la raison pour laquelle il y a un attrait fort, on peut le dire aujourd'hui, d'investisseurs. Nous verrons comment il sera confirmé dans les 2 semaines qui viennent. Et ça fait la particularité et vraiment la solidité de l'investissement dans FDJ. Juste une question complémentaire. Vous disiez que l'État resterait l'actionnaire de référence, l'actionnaire principal, mais rien n'empêche aujourd'hui un investisseur institutionnel de détenir plus de 20% des parts, si je ne m'abuse, ce qui signifierait qu'il aurait accès au monopole, non ? Pendant 25 ans ? Nous avons, dans le cadre de la régulation et des textes préparatoires à la mise en œuvre de l'opération, nous avons prévu une disposition qui est dans l'ordonnance et qui prévoit que l'État doit agréer tout actionnaire ayant plus de 10% du capital. Donc nous aurons la clé
de ce point de vue-là. Et d'autre part... Ça veut dire que vous voulez rester actionnaire de référence, vous bloquerez tous ceux qui seront au-delà? Je ne sais pas ce qu'on fera, mais ce que je peux dire, c'est que ce capital aujourd'hui, à l'issue de l'opération, sera constitué à 20% d'actionnariat d'État, à 23%, comme cela a été présenté tout à l'heure, par les actionnaires historiques, dont notamment les associations d'anciens combattants qui sont nos partenaires, qui vont rester au conseil d'administration et qui ont exprimé l'intention, je ne veux pas m'exprimer pour eux, mais qui vont exprimer l'intention éventuellement de monter dans le capital, et puis les salariés. Donc, j'allais dire, cet actionnariat français, indépendamment des actionnaires français qui rentreront dans le capital, est très important. Et donc, nous considérons qu'en effet, le capital de FDJ restera à la fois, nous le souhaitons dans cet actionnariat, avec un actionnariat stable des actionnaires historiques, dont l'État, et puis des actionnaires nouveaux qui viendront apporter leur intérêt et leur investissement à FDJ. Donc, nous n'avons pas de risque que le contrôle de FDJ soit pris de façon subreptice par un autre actionnaire. On prend peut-être une dernière question, parce que je crois que Stéphane Pallez a d'autres obligations. Dans cette période de souscription qui s'est ouverte ce matin, il y a un marathon qui commence pour toi et pour ton équipe auprès des investisseurs et des analystes financiers. Bonjour, Olivier Brunet, toutsurmesfinances.com. Alors pour le coup, j'ai 3 petites questions. Vous avez fait référence à la situation financière saine de l'entreprise. Est-ce qu'on pourrait avoir une idée de la position de trésorerie nette, enfin le dernier chiffre que vous pouvez nous communiquer? Ensuite, s'agissant des modalités en tant que telles pour les actionnaires individuels, j'ai pas bien compris quelle était la caractéristique de l'ordre B. Mais ça, on peut peut-être répondre après. Par contre, dans l'hypothèse d'une baisse des mises, ça arrive rarement, mais c'est déjà arrivé dans l'histoire du groupe. Quelles seraient vos marges de manœuvre? Je fais le Cassandre. Quelles seraient vos marges de manœuvre pour préserver la rentabilité, votre capacité à maintenir des flux de distribution de dividendes significatifs? Merci. Alors, sur la position de trésorerie en fin d'année, voilà, on est un peu entre 0 et 100. Donc, le dernier chiffre, donc 70 millions. Donc c'est une entreprise qui, encore une fois, qui a une capacité de financement compte tenu de son profil de génération de cash et de l'absence de dette significative qui est très très importante. Hein, voilà. Ça c'est alors sur votre question. Oui, pardon, sur les mises. Alors les mises en fait. Historiquement, quand on regarde la trajectoire de l'entreprise, il y a eu parfois une baisse de la croissance des mises. Il n'y a pas eu de baisse des mises. Il y a eu une fois sur 25 ans, je crois, si on prend le graphique, qui d'ailleurs n'a absolument rien à voir avec le cycle économique, en l'occurrence, et qui était lié à des événements complètement liés au secteur de l'entreprise, et en l'occurrence l'interdiction de fumer dans nos points de vente. Bon, donc ça s'est appliqué une fois. On a pris l'effet une année sur 25 ans. Je pense que les actionnaires ne s'en sont pas, si je puis dire, aperçus. Donc voilà. Donc là, on parle bien donc on a toujours des mises. Peut-être que le taux de croissance, il peut varier d'année en année. Ça, c'est effectivement, ça fait partie de notre modèle. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a une fourchette dans le futur, puisque on peut avoir des événements aléatoires. Nous sommes une entreprise qui, j'allais dire, est également bénéficiaire ou peut éventuellement avoir les effets des aléas, puisque par exemple,
quand on a effectivement les jackpots d'euro-millions qui montent très haut, on a ce qu'on appelle des cycles longs, c'est-à-dire que le jackpot n'est pas gagné pendant très très longtemps, et ça nous fait un surcroît de mise et de chiffre d'affaires. Et c'est notamment ce qu'on a cette année et qui explique le niveau de croissance très dynamique que vous avez peut-être vu dans la slide sur 2019. Voilà. Donc je crois que là, il n'y a pas d'inquiétude à avoir sur notre capacité à distribuer dans la durée ce dividende, même si de toute croissance, encore une fois, il peut varier d'année en année en fonction également de l'actualité sportive qui fait aussi partie des aléas. Mais comme nous avons plusieurs activités avec des aléas différents, encore une fois, c'est cette diversification de nos activités qui nous permet d'être assez confiants, même très confiants dans notre capacité à générer une croissance durable dans la durée et de manière prudente. Voilà. Voilà. Et on répondra peut-être sur les éléments techniques, parce que là, il faut vraiment que je vous quitte. Je vous remercie beaucoup pour avoir été présent ce matin, et merci pour vos questions, et à très bientôt.